donc, on m'a présenté, je suis ostéopathe. Alors, je vous remercie d'être là et je remercie Brigitte pour la confiance qu'elle m'accorde parce que c'est elle qui est détentrice maintenant, qui est héritière de la méthode par la fille de Georges Cartan, qui était Marguerite Cartan. Donc, elle essaie de redonner un nouvel élan à ça et elle me confie la tâche de donner un abord scientifique à la méthode. Et dans ce sens, je remercie aussi Alitation et l'aide qu'elle a pu m'apporter sur l'étude pilote dont elle a parlé, quoi. Vous pourrez la voir à la MSF, enfin, à la maison de l'étudiant. Donc, on va attaquer. Alors, je voulais aussi dire qu'il y a un poster sur la méthode Cartan aussi, qui oui. est présenté voilà, par Brigitte Bonny de Monseigneur elle-même. Et donc, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent la méthode Cartan ou pas. Dites à peu près. Non, personne. Oui, bon, quelques-uns, mais c'est très rare. Donc, le principe de la méthode Cartan, c'est qu'on va solliciter les aires visuelles et on va solliciter des centres régulateurs du système nerveux central. Et la réaction motrice va nous renseigner sur la réactivité de ces 10 centres, quoi. Donc, pour ce faire, on va commencer. Alors, tac, que je voie comment ça marche. OK. Donc là, on voit Georges Cartan. Donc, comme le disait Alice, c'est une méthode qui ne date pas d'aujourd'hui. Alors, on va aller vite parce que le temps nous l'impacte. Alors, attendez, je vais regarder. Donc, pour ce faire, il a commencé ses travaux en 1911 et c'est suite à une constatation, en fait, comme elle disait Alice, qui a été faite un peu de manière empirique, c'est qu'en jouant du piano, parce qu'il était pianiste à la base, dans un hôpital psychiatrique à Amiens où exerçait son frère, il a vu qu'il avait un impact par la mélodie sur des troubles des patients qui étaient là, un peu psychotiques. Et de ce fait, il est parti un peu là-dessus, petit à petit, mais les moyens objectivables et quantifiables étaient très faibles à l'époque. Donc après, avec une atteinte en plus oculomotrice chez sa fille, il a glissé plutôt sur une culture psychosensorielle qu'il a développée, et en utilisant la voix visuelle, parce qu'il s'est dit que ça prendrait la primauté en fait, pour avoir un moyen d'accès sur les centres régulateurs. Et il est parti de la phrase de Claude Bernard qui l'a inspiré, à savoir qu'en apprenant à manier nos organes nerveux qui servent de centre régulateur aux fonctions, la physiologie nous donnera un moyen d'action sur les plus hautes manifestations des êtres vivants. Donc après, il a développé, du coup, à partir de 1930, ses propres appareils en s'inspirant des diploscopes de Rémy. Donc il y a une certaine connexion un peu que l'orthopsie, mais c'est encore un peu différent, je crois, parce que l'orthopsie travaille en vision binoculaire, alors que nous, on va faire un mix des deux. On aura de la vision binoculaire ici et de la vision binoculaire ici, et tout le reste sera de la vision simultanée, pour aller solliciter différemment en fait, les aires corticaux. Ça sera ça le but de la manœuvre. Donc, je vais reculer un peu. Alors, le système nerveux, donc, comme on disait, on a une composante en conscience qu'on va solliciter par la vision binoculaire. Et la vision simultanée nous donnera plutôt un moyen d'accès sur les structures inconscientes du système nerveux qui nous font réagir de prime abord. Donc, notamment le diencéphale et le mésencéphale, qui assurent d'autres fonctions de base en fait, pour le système nerveux. Alors après, pour ce faire, il avait donc développé différents appareils que je vous proposerai par la suite. Et notamment, ce sera comme on disait, c'est inspiré des diploscopes de Rémy. Et donc, ce sera des appareils pour solliciter le système nerveux. Il s'est inspiré des constatations qu'il avait faites, qu'il avait objectivées chez plusieurs patients. Et il s'est dit que pour pouvoir réguler le système nerveux, du coup l'individu dans son ensemble, qui est un complexe somatopsychique, tout individu est régi selon 3 vies, selon Georges Cartan. Donc on a la vie de relation, qui est ici, qu'on sollicitera avec un appareil avec une distance de perception entre la plaque test, où on met la sollicitation à l'œil à 120 cm, qui nous permet d'agir sur la vie de relation, qui est elle-même intégrée au niveau du thalamus, et c'est l'aboutissement en fait, des voies au niveau de la moelle, de la substance blanche, en fait, les voies spinothalamiques, spinocérébelleuses et le cordon postérieur de la moelle qui vous en renseigne sur les informations sensoromotrices, proprioceptives, et le lien avec les autres également, quoi. Enfin, on a la vie somatique à 60 cm. Alors les deux, dans la vie réelle, elles sont imbriquées, mais dans la méthode Cartan, il les a différenciées pour avoir un côté plus analytique, plus fin. Donc là, on sera à 60 cm. Et aussi, oui, dans tous les tests, tous les 2 distances, on agira, après je vous montrerai, sur différents stimuli, à savoir on s'aidera de couleurs et de lettres et d'une variation de la luminance. Ce sera intéressant à voir aussi après dans les diapos ultérieures. Et enfin, en dernier, la vie
la vie psychique, donc il comprend la vie psycho-émotionnelle, la gestion des émotions, tout ce qui est en conscience, et la vie psychocognitive, donc l'élaboration de la pensée, la structuration de la pensée, la vigilance, toutes ces choses-là. Donc pour ce faire, voici les appareils qu'il avait développés à l'époque et qui sont encore comme tels. Alors maintenant, si on arrive à faire le projet qu'on essaye de mener, de projet de neurosciences, on pourra certainement apporter des améliorations là-dessus. C'est ce qu'on essaye de faire aussi avec Brigitte. Pour l'instant, on continue à produire ces appareils-là parce que les résultats sont là et cliniquement, on a des résultats qui sont très bons. Vous pourrez le voir, en tout cas, qui sont pertinents et qui posent des questions, en tout cas, quand on voit le poster. Donc là, c'est le premier appareil à 120 cm. Donc on a des tests lettres ou des tests couleurs. Donc les appareils se composent aussi comme tels. On a le trépied. Alors là, c'est la première plaque qui permet de filtrer le regard et de créer la perception et le test qu'on veut montrer à la personne. Donc là, on a 6 trous et là, on a 10 lettres à voir. En fait, c'est qu'on va faire les 6 lettres ici et les 6 lettres ici. Et du coup, on recrée un test à 10, mais je vous le réexpliquerai après. Là, on a l'effort, le grand effort, qui est la distance de 30 cm, qui permet de jouer sur la vie psycho-émotionnelle et psychocognitive. Et la vie somatique et endocrinienne, qui est sur le 60 cm. Là, c'est encore 2 autres appareils. Les 3 premiers appareils nous permettent de faire un bilan. Donc, quand on voit une personne, évidemment, comme le disait auparavant l'orthoptiste, on s'assure évidemment que les entrées visuelles ne sont pas faillées, etc. Donc ils feront le bilan avec des lunettes s'il y a besoin, et s'ils ont les lunettes. Et après, on va utiliser, une fois le bilan fait, ça nous permet de solliciter les différentes entrées et de faire un état des lieux du système nerveux. Et du coup, on peut faire une véritable interprétation. En fait, on va pouvoir voir comment réagit la personne dans la vie de tous les jours. Avec de l'expérience, là-dessus, Brigitte est bien meilleure que moi. Elle peut analyser encore mieux quelqu'un. Moi, j'arrive à déjà sortir des choses qui sont assez pertinentes. Et les gens sont souvent étonnés. Parce qu'on peut se passer de la part en fait, et trouver des choses que les gens n'ont pas forcément dit à travers les yeux, quoi. Et enfin, après, on va attaquer le training. Et pour faire le training, on s'aidera des 3 autres appareils. Le but, ce sera de normaliser la simulation pour que quand on présente le test, la personne voie ce qu'on lui présente réellement. Et après, je vous expliquerai comment on objective les tests. Je vais revenir à un des premiers. Là, ouais. Ce qui va nous permettre d'interpréter le dysfonctionnement de la personne, c'est la vision simultanée notamment, qui est ici les 4. À travers les 2 trous ici, en fait, on donne la capacité à l'œil droit de voir le D et le G, et l'œil gauche voit le O et le E. Et du coup, par la connexion interhémisphérique qui est assurée par le corps calleux, normalement, la personne a la capacité de pouvoir percevoir des OGE. C'est tout vraiment. Si son système nerveux réagit trop fort, ça va induire en fait une surconvergence au niveau des globes oculaires, parce qu'il y a une surréactivité nerveuse, et du coup, la perception va s'écarter du fait que en fait, la fovea va être déportée à l'extérieur du fait de la rotation du globe oculaire. Et du coup, le G va partir sur le E et le O sur le D. Ça, c'est le cas dans le cas d'une hypercinésie. Dans le cas d'une hypocinésie, qui est le fait que l'état nerveux est dans un état trop faible, ce sera l'inverse. Il n'aura pas la capacité de maintenir et du coup, ça va se mélanger. Donc après, ça, c'est encore les 2 autres appareils. Et là, on voit que du coup, les plaques sont éclairées par l'arrière, ce qui apporte aussi une différenciation sur la luminance. Et l'autre appareil est un appareil préparatoire qui nous permet de faire différencier les points. En fait, ça apporte une notion de mouvement. Et pareil avec un éclairage en spectral. Et quand les gens ont du mal à aligner la perception, ou notamment dans le cas des amblyopie, on peut solliciter l'œil aussi différemment par ce biais, quoi, avec une méthode qui aussi est du coup différente du pansement. Parce que cette méthode, elle a ses résultats, mais il y a aussi certaines controverses qui ont été dites dans la littérature, c'est que des fois, on peut cacher l'œil directeur et ça peut apporter aussi des fois être source de troubles. Donc ça peut être quelque chose à compléter aussi. Et souvent, de toute façon, on fait un travail en complémentarité avec l'orthoptiste. Parce que comme le disait Madame Zapola, même des gens qui ont fait de l'orthopsie, nous, on constate effectivement, puisqu'on ne teste pas les muscles locomoteurs, nous, à proprement parler, on teste le système nerveux central et la réactivité qu'il va induire sur ces muscles locomoteurs. Et de ce fait, même s'il y a une orthopsie qui a été bien menée, il peut avoir encore des troubles qui persistent et qu'on peut déceler par ces appareils.
Enfin, donc voilà, je vous parlais, donc, comme on va solliciter la vision, évidemment, on va solliciter la voie rétino-thalamocorticale. Donc ce que je voulais montrer, c'est surtout que, comme on disait, on a la fusion qui est ici centrale, et la perception sur le côté qui est plutôt une vision simultanée en fait. Vous avez une image globale, mais vous n'en prenez pas forcément conscience. Vous allez réagir automatiquement de par cette perception. Alors la méthode Cartan produit ce mode de perception, parce qu'on voit en perception croisée pour la vision humaine, en émission rétinien. Et après, on a une ségrégation oculaire qui arrive ici. En fait, c'est la partie nasale de la rétine arrive sur les corps jaunus et latéraux, au niveau des couches 1, 4, 6. Et la partie temporelle, elle, arrive des couches 2, 3, 5. Et enfin, ça arrive au cortex visuel primaire. Alors la partie nasale, elle décusse, c'est-à-dire qu'elle croise et elle arrive de ce côté. Et la partie temporelle reste sur le même côté. Donc on a une ségrégation après qui arrive en colonne de dominance oculaire sur le cortex visuel primaire. Et c'est en ça où la méthode Cartan, l'idée de Georges Cartan était de séparer la perception, parce que ça va nous permettre d'avoir une perception différenciée sur chaque œil, et du coup, in fine, d'apporter sur le cortex visuel primaire une perception différenciée par la vision simultanée. Je vous le remontrerai après sur des schémas où j'explique plus facilement la perception. Et du coup, en sollicitant comme ça, en fait, cette perception nous permet d'aller solliciter plutôt finement différentes zones du système nerveux et d'apporter en fait in fine une modulation en fait sur ce système nerveux. Et de ce fait, en modulant l'aire visuelle primaire et les aires associatives, on pourrait avoir un moyen d'action. Et la clinique, enfin les résultats cliniques nous montrent ça. Maintenant, il faudrait pouvoir le montrer par l'imagerie. On pourrait avoir un moyen d'action sur les structures associées. Alors moi, dans le but de la dyslexie, j'ai plutôt traité le trouble sur la perception différenciée et le fait qu'on va solliciter surtout le corps calleux qui donnerait la bonne information du côté gauche pour pouvoir lire et de ce fait refaire travailler le cerveau de manière optimale et de manière normalisée en fait, parce que tout le monde lit normalement avec le côté gauche, sauf les dyslexiques qui ont une disparité au niveau des aires corticaux qui a été objectivée par les travaux de Stanislas Dehaene en l'occurrence. Donc la ségrégation, je parlais de cette ségrégation oculaire, et ce qui est important aussi, c'est déjà d'une que, comme je disais, ça arrive par des colonnes de dominance oculaire ici aux aires visuelles primaires, mais qu'en plus, cette ségrégation, elle continue encore aux aires visuelles, parce qu'aussi, après, il y a des voies, les voies magnio- et parvocellulaires, qui vont conduire une information différenciée encore aux aires associées en fonction de ce qu'on veut faire percevoir, à savoir l'information couleur ou l'information orientation préférentielle. Donc là, ce sera les tests lettres en l'occurrence qui nous permettent ça, et la luminance en fait qu'on va proposer aussi, qu'on peut faire varier sur les appareils. Donc là, c'est un schéma. Ça, c'est le cortex visuel primaire avec les différentes couches, les différentes séminées, avec notamment les blobs qui vont plus réagir à la couleur, les interblobs qui seront plus avec les notions de lettres et les notions d'orientation préférentielle qu'on voit ici. Et enfin, les colonnes de luminance avec l'œil droit, l'œil gauche, l'œil droit et l'œil gauche. Et c'est ce qu'on apporte en différenciant la perception. Et on verra aussi que cette différenciation de perception est aussi un autre avantage par rapport à une autre découverte de chercheurs qui a été faite en 2017 sur la perte potentielle de l'œil directeur, quoi. Donc là, c'est les différents aires associatifs. Donc l'aire visuelle primaire, qui est l'aboutissement des voies striées, donc l'arrivée de la première perception visuelle. L'aire visuelle secondaire, là où l'information va passer obligatoirement par cette aire-là, et après en fonction de l'information qu'on veut apporter, donc on aura plutôt l'aire V4 qui est associée à la couleur, l'aire V3 à l'orientation et au contour et à la luminance, et l'aire V5 avec le mouvement. Donc voilà, un des tests de Cartan. Alors, je l'ai mal dessiné, il aurait dû être plat, normalement, comme je vous l'ai montré. Donc on voit QUI en haut, DOGE au milieu et LIT en bas. Normalement, ça c'est quand la personne perçoit un test en vision croisée, comme on l'est dans la vie réelle. La personne doit être capable de pouvoir lire en même temps et de façon concomitante et percevoir les 10 ronds dans l'espace, parce qu'il a la capacité de les voir. Son œil droit lui donnant cette information et son œil gauche lui apportant cette information.
Et in fine, comme on voit, surtout qu'on donne on a une perception binoculaire ici, qu'on retrouve ici. Voilà. Tremble un peu. Hop, là. Qu'on trouve quand ça veut, là et là. Et on voit la perception simultanée qui est différente de chaque côté du cerveau. Et ça, c'est intéressant parce qu'on sait que chez les dyslexiques, le fait d'avoir deux informations différenciées de chaque côté des aires cérébraux est déjà une source de confusion. Et en plus, en fait, comme on le verra après, le fait que possiblement, par la découverte de ces deux chercheurs, Albert Lefoch et Guy Lepars à Rennes 2, on sait qu'ils ont une perte de l'œil directeur. Et du coup, la méthode Cartan se propose de réduire ça au niveau cortical par la plasticité neuronale. Donc ça, c'est un test en vision croisée. Et aussi, Georges Cartan avait développé... Donc on part du principe que la perception croisée nous donne une perception comme on a dans la vie de tous les jours, donc avec une simulation. Et sans simulation, on voit l'état basal du système nerveux et du patient par un test, du coup, en perception décroisée, qui sera là. Ici, là, on voit les obturateurs. Et du coup, pour décroiser la perception, on appose une petite barre dans le champ visuel. Et du coup, ça fait un effet d'œillère, en fait. Et du coup, son œil, là, on propose à l'œil gauche d'avoir la capacité de voir ces deux-là. Et son œil droit, ces deux ici. Du coup, la perception binoculaire se retrouve ici. Et la perception simultanée en haut et en bas. Mais on n'est plus en vision décroisée. On est en vision, chaque œil voyant son champ visuel qui lui est propre. Et on retrouve toujours ce modèle-là au niveau cortical. Perception binoculaire ici, une perception simultanée de part et d'autre. Donc voilà en réel ce que ça donne. Donc à travers les obturateurs, sur un test décroisé, les obturateurs seront toujours réglés de cette manière. Comme ça, on a un langage universel entre thérapeutes. Et l'interprétation, la juste interprétation normale serait ça. Les trois seraient alignés, puisqu'à travers ces deux-là, le patient va avoir une capacité de fusion ici. Et son œil gauche va ramener du coup la perception haute dans l'axe et la perception basse dans l'axe. Et de ce fait, la personne verra trois couleurs distinctes et verticales. Sinon, ça c'est dans le cas dans l'hypercinésie, comme je vous disais. L'œil gauche, du coup, faisant une surconvergence, la fovea va avoir tendance à être déjetée pour le cerveau. En tout cas, il va avoir sa perception qui va être déjetée sur le côté. Et du coup, le point pour le patient, il va le voir partir sur le côté gauche. Et inversement en bas. Et un hypocinésique, à contrario, va faire une divergence. Donc son œil perçoit toujours le point en haut avec un obturateur ici. Et du coup, la fovea, cette fois, va avoir tendance à rentrer à l'intérieur. Donc de ce fait, il va avoir le rond qui va se décaler vers le côté droit. Et associé à ça, nous aurons toujours une diplopie, puisque ce sera un défaut, enfin ouais, là je ne peux pas vous faire les deux, donc ce sera un défaut de convergence. Donc s'il converge trop tôt, ça va faire une diplopie. Dans le cas inverse, s'il diverge trop, il va converger, mais après la perception, mais avant du coup... Ah ouais, là ouais, vous m'entendez. Donc s'il diverge, je disais oui, il y avait une surdivergence, donc il va avoir la tendance à converger, mais après la perception finale, donc il va avoir une diplopie qui va se caractériser aussi, quoi. Comme l'image du doigt tout à l'heure dont elle parlait. Là, c'est bon. Donc, c'est une méthode qui est certes ancienne, comme je vous le disais, qui date de 1911. Mais malgré son côté ancien, en fait, ce qui est assez pertinent, c'est qu'au fur et à mesure des avancées et des découvertes scientifiques, ça valide en fait les dires et l'intuition de Georges Cartan. Par exemple, le fait qu'il ait eu l'idée de mixer une perception simultanée et une perception binoculaire, certainement, à mon sens, c'est qu'il l'a fait pour pouvoir jouer et agir plus finement sur le cortex visuel primaire. Et ça, on peut le faire par les colonnes de nuance oculaire. Sauf que Georges Cartan est mort en 1964. Ouais, j'allais dire 1960. Et du coup, les colonnes de nuance oculaire en question étaient découvertes par Hubel et Wessel en 1970, avec un prix Nobel en 1980, donc bien après le décès de Georges Cartan. Enfin, ce que je vous disais, la perte de l'œil directeur qui a été objectivée par Guy Lepars et Albert Lefoch en 2017 va aussi dans le sens des bons résultats de la méthode Cartan en redonnant un œil directeur par différents mécanismes. Et ça, déjà, un médecin en parlait. Le médecin en question, c'est Roger Micheli. En 1974, il parlait de ça.
en 1975 dans un livre, La dyslexie, la maladie du siècle. Je vous montrerai les extraits tout à l'heure. Enfin, il y a les travaux d'imagerie que j'ai découverts de Stanislas Dehaene qui sont superbes et qui donnent du grain à moudre par rapport à ce que j'ai fait. Et aussi la communication interhésphérique. Là, il y a une étude de neurosciences qui a été faite et qui donne, et on connaît aussi le rôle dans la dyslexie du dysfonctionnement du corps calleux et notamment du faisceau postérieur, qui doit ramener l'information sur l'aire visuelle des mots à gauche. Donc voilà, l'extrait du livre en question, c'est de Roger Micheli, et notamment les 4 mécanismes dont il parlait, notamment le plus important, c'est celui-là, le fait que la fixation de la latéralité oculaire s'accompagne d'une normalisation du fonctionnement oculomoteur et qu'on redonne une dominance oculaire avec un œil directeur, qui enclencherait une normalisation qu'on propose par la méthode Cartan. Ça, c'est les travaux de Albert Lefoch et Guy Lepars, en fait, avec la perception sur la voie ventrale de la vision qui est insensible à la perception droite-gauche. Quand on voit un B, ça peut aussi bien être un D, quoi, parce que le cerveau, il ne l'associe pas forcément comme tel. C'est la voie dorsale de la vision qui prend la suprématie, qui va dire ça, le B, c'est un B, c'est l'utilité de cette lettre, alors que le cerveau, la voie ventrale, donne le caractéristique et pas la justification de ce qu'on perçoit. Et là, on voit les travaux, l'objectivation. Donc, quelqu'un de normal a une dissymétrie sur la fovea. Et c'est en ça que c'était une bonne idée de dissocier les deux yeux. Parce que utiliser l'œil en sachant qu'il y a une dysfonction organique, ça aurait été un peu dommage. Et là, du coup, ça donne encore du grain à moudre à la méthode Cartan et une bonne idée, en tout cas une bonne intuition à Georges Cartan. Enfin, les travaux de Stanislas Dehaene, on parlait tout à l'heure de l'empan visuel. L'empan visuel, il y a aussi quelque chose qui est primordial, et Dr Zappola en parlait, c'est le fait que pour qu'on ait un bon empan et qu'on ait une perception parfaite, une bonne vergence, il faut que les deux fovéas soient frappés en même temps. Et ce qui permet d'avoir du coup la perception des tests, c'est que les fovéas justement soient frappés en même temps et que la personne ait un alignement avec l'impression de la lumière, l'axe d'impression de la lumière et l'axe de projection de son œil. Donc de ce fait, quand on normalise tous les tests en méthode Cartan avec les différentes distances, on a forcément une optimisation de l'empan visuel. De plus, comme je disais, l'objectivation, en apportant une perception simultanée, on va forcer par induction quelque part le corps calleux. Et du coup, le fait d'utiliser l'aire visuelle des mots, et c'est une zone qui est essentielle chez tout le monde. Tous les lecteurs utilisent cette aire, quelle que soit la langue. Ça, c'est les travaux de Stanislas Dehaene qui l'ont démontré. Et ça donne aussi un avantage à l'universalité de la langue. Quelle que soit la langue, l'écriture, l'aire visuelle est toujours associée à la perception des lettres. Donc ça donne aussi une perspective d'espoir pour la méthode Cartan, parce qu'on pourrait on pourrait aider énormément de gens, quelle que soit la langue, et il n'y a pas de barrière en fait grâce à ça. Enfin, la dernière dernière étude qui est en date, qui est intéressante et qu'il faut citer, c'est que la méthode Cartan se propose pour agir d'aller moduler la perception sur l'aire visuelle primaire et par association sur les aires visuelles associées. Et une étude de neurosciences a été faite en 2020 à Tel Aviv, où ils ont utilisé justement un exercice de perceptual learning, où ils ont optimisé une perception sensorielle qu'ils avaient renforcée au préalable. Et en altérant la perception sur le cortex visuel primaire, ils se sont rendus compte qu'ils avaient une modulation sur ça. Donc ça donne effectivement une implication, une objectivation de la voie rétino-thalamocorticale qui pourrait être utilisée à bon escient. Et l'ouverture de la méthode, d'ailleurs, c'est d'utiliser ça peut-être pour des pathologies type Alzheimer, mais aussi en apprenant comment agissent d'autres systèmes pour d'autres types de troubles fonctionnels.